Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Joëlle, bookstagrammeuse, autrice et professeure documentaliste. Bonjour Joëlle. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Joëlle, j'ai 31 ans, je suis professeure documentaliste, comme tu l'as dit, et je suis professeure documentaliste dans un lycée, ça va faire 7 ans, 7-8 ans que j'exerce ce métier. Ok. Et comment t'en es venue à exercer ce métier? Est-ce que c'est une passion pour toi ou t'avais un intérêt pour l'éducation des jeunes? Oui, alors c'est un peu, c'est pas une trajectoire qui est assez, qui mène tout droit vers ce que je fais comme métier. Donc j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une licence en sciences humaines et j'avais choisi la spécialité éducation, le parcours éducation, parce qu'on pouvait choisir soit éducation ou sociale, et j'avais choisi le parcours éducation. Et en fait, dans l'idée, je voulais être professeur des écoles. Donc, j'ai fait ma licence en fait avec cette idée de devenir professeur documentaliste. Pas professeur documentaliste, professeur des écoles, pardon. Et après, on a eu des stages en deuxième année, troisième année de licence. Et là, je me suis dit, ouais, non, pas vraiment. C'est pas totalement ce à quoi, enfin, j'étais pas assez mature, je pense, à l'époque. J'avais 20 ans, 21 ans. Et je me sentais pas, en fait, d'avoir une charge comme ça. Les élèves, les préparations, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de travail à la maison et je me sentais pas. Et donc, après, quand il a fallu aller en master, là, j'ai fait, en fait, un master dans tout ce qui est, en fait, les métiers de la culture. Et tout c'était en Guyane, hein. C'était à l'université de Guyane. D'accord. Et je fais un master c'était société et interculturalité. Et c'est un master qui va un peu nous former pour exercer dans tout ce qui est en fait structure culturelle. Et on a pas mal aussi de cours sur la politique culturelle, mais aussi sur l'histoire de la Guyane, les populations, etc. Une fois que je fais ce master, on a aussi des stages. Un peu compliqué de trouver les stages dans cette branche en fait culturelle. Je me dis niveau débouché, ça va être un peu compliqué. Et là, je me dis, j'irai pas forcément en deuxième année en fait dans ce master parce que je vois pas en fait où je pourrais m'insérer en fait au niveau professionnel et surtout, il faut avoir, je pense, des contacts pour ce secteur, que ce soit en Guyane ou ici, c'est un secteur qui est assez en fait bouché en fait, la culture. Et là, voilà, je sais pas trop quoi faire et je sais que je voulais un peu quitter la Guyane et fallait que je choisisse quelque chose qui n'était pas en fait accessible à l'université de Guyane. Parce que quand on choisit quelque chose qui n'est pas en fait dans le cursus en fait de ce que proposent en fait les universités en Guyane ou aux Antilles, on peut avoir la possibilité de qu'on nous finance en fait le billet d'avion en fait l'aller, le retour. Donc après voilà, je me dis j'ai vu qu'il y avait le master en fait documentation qui préparait au métier de professeur documentaliste. À l'époque, je ne vais pas mentir, je ne savais pas non plus grand-chose en fait, du métier. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le côté... je savais qu'il y avait beaucoup d'animations culturelles, qu'on pouvait faire venir des expos, qu'on pouvait accueillir des auteurs. Et ce n'était pas trop loin, finalement, de ce master que j'avais débuté en Guyane. Et c'est comme ça, en fait, qu'après, j'ai atterri en Master 1 documentation à Reims. Et qu'après, on m'a dit, il faut passer le concours, en fait. Je savais pas qu'il y avait un concours.
Ouais, on m'a dit, bah oui, professeur documentaliste, vous avez le statut de professeur, voilà, il faut un bac plus 5, il faut passer le CAPES et tout. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Et ça m'intéressait, les cours m'intéressaient. Et c'est comme ça que j'ai passé, en fait, le CAPES et que je l'ai eu en fait, la première année, en fait, de Master 1. Et après, D'accord, j'étais en très bien. alternance, en M2. Ok. Ouais, c'est un beau parcours. Ouais. Et tu as réussi après à trouver du travail Ben, en fait, tout de suite ou... quand tu passes le concours de professeur, moi j'ai passé dans le second degré, donc moi j'étais spécialisée documentation. En fait, ils ouvrent en fait le nombre de d'admis en fonction des postes disponibles. Donc D'accord. une fois que tu as ton concours, la deuxième année en fait de master, tu es directement dans un établissement. Tu es en poste en fait. Ah, ok, ouais, t'es sûr d'avoir du travail après. Ok. Oui, dès que tu réussis le concours, c'est sûr tu auras un poste. Peut-être pas à un endroit qui te plaît, mais en tout cas, il y a des postes disponibles. Et donc, moi, j'ai fait une année de stage pendant que je faisais mon M2, en fait. D'accord. Et là où tu exerces actuellement ton métier, c'est là où tu faisais ton Non, stage ou... pas du tout. J'ai fait mon stage à Reims, dans un collège. Et après, quand il a fallu, en fait, quand on a eu la titularisation, il a fallu demander son premier poste. Et là, il n'y avait pas de poste dans le département où j'étais, dans la Marne. Et j'ai demandé, en fait, l'Aube, là où Ok. je suis actuellement. Et Ouais, j'ai c'est eu pas un très poste. loin en plus. Enfin, Non, c'est pas très loin, ça, 1h20 ouais. de route. Ok. Et c'était un peu les postes les moins pires parce que je voulais pas aller. C'est-à-dire Bah, je voulais pas aller dans les Ardennes, dans la Haute-Marne. Pardon pour ces gens qui nous écoutent, je n'ai rien contre vos ma départements. grand-mère habite en Haute-Marne. Je comprends. Franchement, ça ne Je m'inspirait comprends ta rien. Non, détresse. mais on me disait, je sais pas, Culmont, Revin, je sais même plus si c'est en Haute-Marne ou c'est dans les Ardennes, je sais plus. Et j'ai dit non, non, je préfère, quitte à 90. partir, voilà, quitte à partir, je préfère être à Troyes. J'aimais bien, enfin, la ville Ouais, et proche banlieue. c'est ça, pas loin de Paris et j'ai postulé là quoi. Et j'ai eu le poste dans un lycée qui est pas loin de Troyes. Je suis pas à Troyes même, Ok. mais c'est à côté quoi. D'accord, très bien. Ouais, du coup, t'es prof documentaliste, donc je suppose que tu as toujours aimé le monde du livre d'une manière générale. Et Oui, qu'est-ce qui t'a amené du coup à en parler sur les réseaux sociaux? en fait, ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, comme je lisais pas mal avec tout ce qu'on achète pour les élèves, et oui, d'habitude, en temps normal, j'aimais déjà bien lire. Et ça s'est vraiment intensifié quand j'étais en poste. Parce que comme on achète pas mal de choses, après, pour conseiller, c'est aussi bien en fait de lire le fond. Et par hasard, je postais deux, trois petits posts de livres. Et à ce moment, je n'avais aucune idée qu'il y avait une communauté de lecteurs sur Instagram. Donc j'ai D'accord, commencé un peu à publier ça par hasard en 2018. Et ensuite, je sais pas, il y a eu un moment en 2019 où j'ai eu un déclic, je sais pas. Je suis tombée en fait sur la communauté Bookstagram. Et j'ai vraiment commencé à poster mes lectures de manière plus assidue, avec de belles photos, parce qu'avant, je prenais les photos à l'arrache. Hein. C'était que mon compte perso avec mes amis, en fait, les gens qui me connaissaient. mm, Il y avait deux, trois personnes qui s'abonnaient et qui se désabonnaient, mais ce pas des gens que je connaissais, en fait. Et c'est venu vraiment par hasard. J'ai commencé à poster. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette communauté, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, faire partie de cette communauté. Et ça donne aussi accès à ce qui sort. mm. Donc, il y avait l'intérêt personnel aussi professionnel. Parce que je me disais, ça, c'est un très bon outil de veille, en fait, Ouais, c'est ça, ouais. Mm. pour voir ce qui sort. Et j'ai commencé comme ça, fin 2019, en fait, à publier mes lectures. J'étais très, très dedans, très assidue. Puis après, il y a eu le Covid. Et là, il s'est passé que ça a cassé tous l'élan en fait, de Ah lecture. ouais, carrément. Ok. Oui, j'ai eu une très grosse panne en fait.
qui dure encore, toujours. Je lis, mais plus, je sais que je lis plus comme avant. Bon, il n'y a pas qu'une panne de lecture, hein. On en parlera, mais c'est aussi parce que comme maintenant j'écris pas mal aussi beaucoup, bah, je Mais suis tu peux pas tout moins... faire. Voilà, je peux pas lire comme je le voudrais, en fait. Mais je lis quand même, mais un peu plus lentement. Je prends plus mon temps, en fait. D'accord. Ouais, du coup, t'as pas forcément une organisation bien rodée. Tu publies au feeling. C'est ça. Non, je suis vraiment pas organisée. D'accord. Vraiment pas. C'est assez paradoxal par rapport à mon métier où il faut quand même une bonne organisation. Mais comme c'est pas, enfin, je tiens un compte de lectrice, je suis pas, c'est pas un compte professionnel en soi. Je suis pas tenue de donner du contenu tout le Oui, temps en oui, fait t'as pas à un contrat avec c'est ça. quelqu'un. Ok. C'est ça, je veux pas me rendre malade si j'ai pas fini le livre dans la semaine. Et non, j'ai pas du tout d'organisation. Je lis en fonction maintenant de ce qui me plaît et je prends le temps de lire. Je me mets plus la pression qu'il faut publier Ouais, pareil. toutes les semaines, où il faut une publication, où il en faut deux. En fait, c'est vraiment, je fais à mon rythme. Et après, si ça plaît pas, ma foi, tant pis. Enfin, je suis pas payée pour et c'est vraiment par passion que je le fais. Mm. Et non, du coup, j'ai pas d'organisation. J'ai un blog aussi, mais je l'alimente pas tant que ça. J'aimerais bien plus m'y mettre parce que dans 10 ans, on sait pas trop si Instagram C'est aura ça, toujours ouais. un pote. Mm. Donc, je veux quand même garder tout ce que je vais lire quelque part. Mm. Ouais, pareil, moi aussi, j'ai un blog. Enfin, c'est un peu mes archives. Ouais. Non, mais il faut, hein, parce qu'aujourd'hui, un réseau peut être Ouais, demain, c'est ça ça. peut être Là, c'est active. TikTok en ce moment qui est un peu en tendance. C'est ça. TikTok, c'est le réseau qui révolutionne tout, là. Mm. C'est vrai que ouais, je t'ai pas posé la question, mais du coup, pour les personnes qui s'intéresseraient à ton métier, en quoi ça consiste le métier de professeur documentaliste? Alors, je vais faire un résumé très synthétisé pour que les gens aient une idée assez claire, globalement. Si tu veux, professeur documentaliste, tu as trois casquettes. Donc, tu as le côté professeur où tu as quand même le statut de professeur, où tu es tenu de former en fait les élèves. Ça va être tout ce qui est en lien en fait avec l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pluridisciplinaire, interdisciplinaire, où tu vas plus être en collaboration en fait avec des profs de discipline. Ça peut être profs d'histoire qui veulent qu'on intervienne ponctuellement. Ça peut être sur de la recherche d'informations sur Internet, comment faire attention aux sources, évaluer la fiabilité d'un site web. Ça va tourner autour de ça. Ou sinon, ça peut être aussi des choses en lien en fait avec la presse, les Mm. médias. On peut partir d'une séance, on se dit on va voir comment en fait une information peut être traitée sur différents médias en fait par rapport au point de vue, tout ça. Faire attention aux fake news. Mm. Ça va être vraiment plus ça sur ça que ça va être concentré niveau PEDA. Et moi, je suis en lycée et moi, j'interviens en SNT. Donc, c'est une nouvelle matière qui a été mise en seconde avec la réforme. Donc, c'est sciences numériques et technologie. Et c'est une matière où il n'y a pas vraiment de prof attitré, en fait, parce que d'un établissement à un autre, ça Mm. peut être le prof de physique, ça peut être le prof D'accord. de maths, ça peut être le prof d'histoire, ça peut être un peu tout le monde. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait des thèmes qui correspondent à un peu ce que j'ai étudié, donc moi, en master, on a fait, en fait, la discipline universitaire de la documentation, c'est tout ce qui va être sciences de l'info et de la com, et Mm. de la communication. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait le web, Internet et aussi les réseaux sociaux, en fait, on a proposé à des collègues de prendre des classes de Reprendre. seconde, pendant que nous, on fait les réseaux sociaux, eux, ils font un autre thème, et nous, on a la classe, en fait, Oui, en, c'est complémentaire. voilà, en demi-groupe. Et moi, j'interviens principalement sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est vraiment pour le côté PEDA. Mm. Ensuite, en fait, tu as la casquette, on va dire, un peu médiateur, médiatrice culturelle, où là, il faut que tu fasses vivre
l'établissement le CDI en proposant, ça va être des expos, des animations, faire venir des intervenants, ça peut être des auteurs. Là, en novembre, j'ai fait venir un mangaka. Voilà, ça peut être assez des choses assez variées à ce niveau. Ensuite, tu as le côté, on va dire, gestionnaire, où là, tu gères le CDI. Donc, CDI, Centre de documentation et d'information. Gérer le CDI, c'est déjà suivre ce qui va sortir, proposer un fonds actuel. Donc ça, je veux insister dessus. En fait, le CDI, c'est pas un centre d'archives. On n'a pas vocation, non, mais parce que il y en a qui pensent que c'est un endroit où on va venir et on va un peu observer des livres plein de poussière. Voilà. Ouais. C'est vraiment l'idée qu'en grand public, que ça va être que des vieux livres, qu'on est des gardiennes de livres sacrés. Pas du tout. Moi, je balance pas mal quand je vois que c'est mais c'est vrai, ça n'a aucun intérêt. En fait, je balance pas tout et n'importe quoi, bien sûr, mais un livre qui va dater des années 70, où les informations sont périmées, où ça ne sert plus aux élèves, où ça va peut-être pas forcément intéresser les jeunes non plus. C'est ça, et ça n'a aucun intérêt d'être là. Même les collègues ne vont pas l'ouvrir. J'ai aucun intérêt à garder ça sur mes étagères. Après ça, c'est un débat. Il y en a qui sont... voilà, ils ne font pas trop aimer quand je jette les choses. Je sais que j'ai des collègues, ça les peine. Donc, je dis, si vous en voulez, je vous les donne, mais ça ne reste pas sur l'étagère. Okay. Donc, on arrive à trouver un compromis comme ça. Parce que bien sûr, oui, jeter un livre, ça fait toujours mal au cœur, mais quand c'est périmé, quoi. Et donc, il faut vraiment renouveler le fonds régulièrement, que ce soit pour les documents en lien avec le travail, ce qui va permettre, je sais pas, de faire des recherches, ou sinon, tout ce qui va être lecture plaisir. Ça, c'est vraiment moi quelque chose que je développe beaucoup dans mon CDI, c'est acheter vraiment des livres qui vont donner envie aux élèves de lire. Pas que des choses, en fait, des classiques. Et même les classiques, je les rachète, mais en nouvelle édition. Okay. Voilà, je ne vais pas donner des trucs jaunes à lire, en fait, ça ne donne pas envie, les pages jaunes. Et ça encore, oui, il y en a qui sont fans des livres avec des pages jaunes, mais pas les jeunes, en fait. Donc, ou sinon, je peux aussi acheter des adaptations en manga pour leur donner un aperçu. Et ça peut donner après envie de découvrir le classique. Voilà, j'imagine des petites choses comme ça. Donc vraiment, sur ce côté, pas d'archives, pas un centre d'archives. Vraiment, il faut suivre ce qui sort, il faut suivre un peu ce qui marche. Après, bien sûr, j'analyse, j'achète pas tout et n'importe quoi, parce que c'est un public d'ados, et c'est quand même encore pour moi des enfants, quand on voit leur manière de réagir parfois. Donc ça, je fais hyper attention à ce que je leur donne à lire quand même. D'accord, ok. Oui, donc tu as un peu un côté bienveillant. Oui, en sachant que des fois, il y a des choses qui peuvent passer sous notre radar. On ne peut pas tout lire. Mais par exemple, il y a des livres, je ne les achèterai pas. Par exemple, cette année, on me demande beaucoup Captive. Voilà, c'est un livre qui marche beaucoup sur... qui marche les réseaux. Voilà, les réseaux. C'est assez violent. Quand même. C'est violent. Et moi, je vois aucun intérêt de mettre ça, en fait, dans un CDI. En tout cas, c'est pas à moi de leur donner à lire ça s'ils veulent le lire. Quitte à ce qu'ils l'achètent niveau perso. Mais moi, je ne l'achèterai pas, en fait, avec des fonds publics. Pour qu'après, non, ça n'a aucun intérêt. Et même à titre perso, ça ne m'intéresse pas, cette histoire, non. Ouais, j'allais te demander, du coup, quels sont un peu les livres les plus empruntés du CDI ou... Ce qui sort vraiment le plus, ça va être les mangas. D'accord. Vraiment en genre, ça va être les mangas. Et l'année dernière, j'avais fait un top des livres les plus empruntés dans mon CDI. Donc, tu avais Heartstopper. Ouais, forcément. De toute façon, ce livre, dès que je l'ai acheté en 2019 quand c'est sorti. En fait, je l'ai acheté par hasard. Ça venait de sortir. Et je l'ai acheté de base pour une élève qui avait gagné en fait un concours qu'on avait fait au CDI. Et je savais qu'elle était en transition et qu'elle se posait pas mal de questions sur son orientation.
Et ce livre était sorti, on n'entendait pas beaucoup parler. J'ai dit, bah pourquoi pas. Enfin, je l'avais même pas lu, mais je sais pas, la couverture m'avait plu et le résumé. Donc, je l'achète pour cette élève. Et elle le lit et elle me dit, ah, c'est trop bien, c'est mon livre préféré et tout. Ça date de 2019. Et sa sœur, qui était surveillante au lycée encore l'année dernière, elle m'en parle. Elle me dit, ben, ma sœur, ce livre, elle l'a jamais quitté, quoi. Voilà, Et 4 ans plus voilà, tard. c'est ça. Et dans la foulée, ben, je l'achète pour le CDI. Et il sort tout le temps. Vraiment, je me dis, mais il faut que je lise ce livre. Et j'en vois aussi, ils en parlent sur les réseaux. Je me dis, il y a vraiment quelque chose autour de ce livre. Et l'année dernière, quand il y a eu la série qui était sortie, heureusement, on avait les 4 tomes parce que sinon, on allait nous harceler sans répit. Et ça a explosé encore. En fait, les compteurs, ça a été pas mal emprunté, mais vraiment, beaucoup. Mais oui, ça va être les livres qui vont beaucoup sortir. Ça va être les livres en fait où il y a des personnages en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la littérature. Ça va vraiment être ça que les élèves vont aimer lire. Et là, il y a aussi le roman là. J'ai oublié le titre. C'est un roman de l'humaine avec des princes dedans. J'ai oublié le titre. Red Royal. My Dear, je sais plus quoi. Ah, ok, oui, Red Royal and Blue en anglais, ok. Oui. Mais c'est My Dear Fucking Prince, je sais pas pourquoi ils ont utilisé ce titre. Pas non bon. plus. Ils auraient pu garder le titre initial ou traduire. Ouais, ça va être pas mal de livres comme ça en fait qui vont beaucoup sortir. Ok. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que toi, tu essayes de retranscrire sur les réseaux sociaux? Parce que je sais que tu lis pas mal de livres issus de minorités. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience dès que tu as commencé à être sur Bookstagram ou c'est venu un peu plus tard? C'est venu un peu plus tard, forcément. En fait, je pense que c'est quelque chose... beaucoup n'en avaient pas conscience qu'on lisait assez... En fait, on lisait les choses qu'on nous donnait à lire, en fait. Et on n'était pas non plus dans une démarche, en fait, de demande. Enfin, on va dire de rébellion. On va dire, non, on a marre des mêmes types de livres. On n'avait pas cette conscience, donc on lisait les choses. Et moi, c'est vrai qu'au départ, en fait, mon compte, je lisais un peu de tout. On retrouvait des choses assez variées, en allant de la littérature contemporaine à des BD. Mais j'avais pas cette notion, en fait, de centrer mes lectures avec des personnages, en fait, minorisés. Et puis, dans tous les cas, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il n'y avait pas grand-chose dans les catalogues. Et même moi, au niveau de ce que j'achetais pour le CDI, je pouvais pas varier mon fond, en fait. Et je me rappelle, une année, il y a une élève qui arrive et elle me dit, oui, j'aimerais bien des livres dans un contexte africain, quoi. Parce que c'est une élève qui venait du Cameroun, elle est arrivée en France pendant l'année de 4e et tout. Et du coup, je lui dis, j'ai pas grand-chose, en fait. Ou sinon, ça allait être pas mal des livres écrits peut-être par des auteurs blancs, en fait, dans un contexte africain. Donc, j'essaie un peu de trouver, mais c'était compliqué parce que c'était pas seulement que ça manquait au CD, ça manquait dans les catalogues, en fait. Donc, du moment où ça manque dans les catalogues, moi, j'ai pas de solution. Tu peux pas faire grand-chose. Voilà, j'ai pas de solution. Et pareil, il y avait un élève qui est gay, en fait. Il voulait des livres, des petites romances, juste des trucs assez mignonnes. Pareil, j'avais pas... ça, c'était entre 2017 2018, voilà. Moi, j'avais pas de marge de manœuvre, en fait. J'avais rien à leur proposer. Donc, forcément, quand j'ai vu que ça a explosé au niveau des éditions, j'en ai acheté. Et aussi, je me suis un peu posé des questions sur ce que je lisais, ce que moi, je voulais, en fait, diffuser sur mes réseaux. Parce qu'en soi, les livres un peu grand public, les livres avec des personnages, en fait, blancs, ça, tout le monde va déjà le faire.
En fait, les lecteurs blancs vont beaucoup les Oui, mettre oui, en c'est avant ça. dans tous les cas. Et en fait, moi, j'apporte rien de plus, en fait. Donc, je m'étais dit, peut-être c'est aussi bien d'aller chercher des livres qui sont pas, en fait, que les gens ne lisent pas forcément habituellement. Et je sais que dans mes abonnés, j'ai des gens qui ne lisent pas forcément. C'est des amis, en fait, qui ne lisent pas forcément. Mais ils aiment bien quand je partage ces genres de livres, en fait, des livres avec des personnages, en fait, différents qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que pour eux, c'est une découverte. Ils se disaient Mm. même pas que ces livres-là, en fait, pouvaient exister. Donc, il y a aussi cette démarche, en fait, un peu de plus centrer les choses sur des lectures qui vont plus me parler, finalement, parce que je me suis rendu compte que c'est ces lectures-là qui me parlaient le plus maintenant. Et voilà, Mm. partie de là, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant de voir à quel point on était complètement, comment dire, aveuglés, enfin C'est ça. blindsided, Oui, ouais. c'est ça. On n'était pas. En fait, c'est comme si on avait un voile, en fait. Mm. Et qu'il y a eu un jour, en fait, C'est ça. c'est tombé, on s'est dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, non, il y a un souci là, en fait. Pourquoi on ne lit que ça? Et je pense que l'influence, en fait, du monde de l'édition anglo-saxon a beaucoup joué, en fait, sur le réveil, en fait, l'éveil, en fait, Mm. des consciences en France. Parce que moi, je voyais des fois des livres qui passaient avec des couvertures où on voyait, en fait, des personnages indiens, des personnages noirs. Ouais, Et je c'est me ça. disais, mais Pourquoi ça n'existe pas ici? ça, je me disais, mais il y a un problème en fait. Ou sinon, on voyait des personnages asiatiques. Je me disais, il y a un souci, c'est pas normal qu'on n'ait pas accès à ces genres de livres. Surtout que la France, c'est un pays où il y a quand même beaucoup, Ouais, il y beaucoup a en fait. énormément de diversité Oui, culturelle, c'est ça, ethnique. ethnique. Je me disais, pourquoi on nous sert que la même soupe? Oui. Donc, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est l'influence qui a quand même eu Mm. les anglo-saxons, ça nous a en fait poussé à ouvrir les yeux sur ce manque en fait de livres divers avec des personnages différents dans l'édition française. Mm. Ouais, ça commence un petit peu à arriver, mais c'est très basé justement sur les traductions, je trouve. Oui, ça, mais après, voilà, je pense que étape par étape, ça va évoluer parce que quand je pense à il y a 5 ans, Ouais, c'est ça. Il y avait il n'y rien. avait rien. Et là, ça vient petit à petit. Alors, moi, ce que je n'aimerais vraiment pas, Mm. c'est que les maisons d'édition, en fait, fassent ça en se disant, c'est la tendance maintenant, allez, les gays, les noirs, les asiatiques, ça vend, allez, on en publie. Et que ce ne soit pas vraiment une politique pérenne, en fait, de la maison, de Ouais, mettre en avant ces personnes, parce qu'on n'est pas en effet de mode, on existe. Dans 10 ans, on sera toujours là, en c'est fait. ça. On ne va pas nous ranger dans un placard en se disant, ah, le noir n'est plus à la mode. Non, moi, je ne suis Mm. pas un effet de mode. Et je pense qu'il faut être respectueux vis-à-vis de ça aussi et pas prendre les gens pour des imbéciles. Certes, il y a l'aspect, en fait, économique derrière, Oui, mais oui, c'est une entreprise, mais bon, c'est oui, tu mais il y peux a comme... faire et tu peux être éthique et, C'est et ça. vendre. Ouais. Faut qu'il y ait vraiment le côté humain derrière parce que c'est important en fait que les gens puissent lire des choses avec des gens qui partagent les mêmes problématiques qu'eux, qui ont en fait qui ont un point commun avec eux quoi. Et aussi, c'est important que des personnes qui ont eu l'habitude de lire que des livres avec, je sais pas, des personnages blancs et qui sont eux-mêmes blancs, aient aussi accès à ces livres. Parce que déjà, ça peut casser en fait des préjugés, ça peut casser des représentations en fait qu'ils ont de certaines communautés. Mm. Et je pense qu'un livre peut faire ça. Ça fait pas tout, mais ça peut être C'est déjà déjà. un bon début, quoi. Hmm. Mm. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que depuis tes 3 ans, là, ouais, ça fait non, 4 ans que tu es sur Instagram, est-ce que tu Voilà. as, et Bookstagram, est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont marqué, que ce soit en réel ou...
ou visuel, où tu as eu l'occasion de faire des interviews comme ça Alors, j'ai rencontré pas mal de monde sur Bookstar. En fait, ces gens-là, la plupart, je les ai d'abord rencontrés sur Twitter. On dit souvent ils étaient d'abord sur Twitter et après. Ouais, je les ai d'abord rencontrés. En fait, il y en a qui avaient leur compte sur Bookstagram, mais je les voyais pas forcément. On n'avait peut-être pas les mêmes lectures, on cliquait pas sur les mêmes hashtags, et je tombais pas forcément sur leur compte. Donc, il y en a que j'ai rencontrés en fait sur Twitter. Et puis après, on s'est suivis en fait sur Bookstar. Par exemple, Elodie Aude, la booktiaise. Vraiment, c'était par hasard. Je crois que j'avais posté un truc, c'était sur Les Sept maris d'Evelyne Hugo. C'est ça le titre du livre. Et en fait, c'était la couverture où il y avait une blanche, blanc Ouais, sur la whitewash, ça a couverture. été whitewashé. Voilà. Et j'avais posté quelque chose en lien avec ça. Et puis j'avais dit, ouais, mais c'est n'importe quoi, ceci, cela. Et je sais que Léodie, elle avait retweeté ou elle avait en fait commenté en fait mon tweet. Et en fait, on s'est connus comme ça. D'accord. On s'est connus comme ça. Et puis, il y en a d'autres aussi que j'ai rencontrés sur Twitter. Par exemple, Delphine, qui travaillait chez Akata, qui était directrice de Young Novel, que j'ai rencontrée en vrai quand il y avait le pop-up store d'Akata, en fait, avec la sortie de Darius. Le grand ne va pas bien. Ensuite, il y a eu Lydia. Elle n'est pas forcément très active en ce moment sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube. Elle fait partie des Book Vengers aussi. Donc, elle aussi, j'ai rencontré en fait en vrai. Mais sinon, il y a aussi d'autres. Lydie, voilà, toi aussi. Ouais. Il y a eu plein, quoi, cette petite Sphère de... ouais. Voilà. Ouais, c'est cool. C'est vrai que tu te sens moins seule Ah, ben dans ton clairement. combat. Parce que quand tu publiais des trucs, en fait, tu avais l'impression que certains, en fait, ils levaient les yeux au ciel. Quand tu Ouais, fais c'est ça. c'est encore, ouais, non, on s'en fout, quoi. On est juste là pour lire, pour se faire plaisir. Ouais, mais on a le droit de dire qu'il y a des trucs qui vont pas bien. Et le fait d'avoir des gens aussi qui vont aussi dire la même chose, mais peut-être différemment, et ça porte toujours ses fruits. Ouais, t'as l'impression d'être plus crédibilisé. Enfin, ouais, d'être plus crédible en Oui, c'est groupe. ça. Après, ça devrait pas forcément être normal, quoi. Même s'il y a une personne qui le dit, on est quand Ouais, mais même en censé fait, la prendre au sérieux. oui, mais tu sais, c'est plus facile de se faire, comment dire, réduire une personne en silence. Une personne en groupe, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est pas... Parce que par exemple, moi, je réagis pas forcément à tout. Mais ça va être peut-être Elodie qui va réagir, ça va être Lydia, ça va être Lydie. Donc, ça peut être Amandine aussi, Âme des livres. Ça peut être Souleïla. Voilà, il y a quand même un bon en fait, groupe, je pense, de personnes. Et moi, je refuse qu'on nous mette dans une case de rageuse ou quoi. Parce que c'est pas de la rage. Et peut-être que quand en fait, on va prendre la parole, on peut associer ça en fait à je sais pas moi, des tweets haineux ou tout. C'est pas du tout ça, c'est de la colère. Et la colère, on a le droit en fait de l'avoir si quelque chose ne nous plaît pas. Et j'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on relève quelque chose, les gens se disent ah ça y est, c'est le groupe. C'est ça. C'est les rageuses de Bookstar. Vraiment, ça c'est quelque chose, je trouve ça vraiment méchant en fait d'associer parce que souvent ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ne vivent aucune oppression. Ça va être des personnes hétéros, blancs, valides. Et forcément, en fait, quand tu ne fais pas partie d'une communauté et que peut-être que tu as tes biais aussi, le fait que ces personnes mettent le doigt sur ces choses-là, en fait, ça te fait quelque chose. Ouais, c'est Parce ça. que Tu ça te touche. culpabilises et C'est tu... ça. Ouais. Et au lieu de dire ah oui, peut-être que vous avez raison, mais en fait, ils préfèrent contourner le chose en disant vous n'avez pas le droit d'être en colère, vous n'avez pas le droit en fait, et il faut respecter les maisons d'édition et ceci, cela. Perso, moi, je manque de respect à aucune maison d'édition. Ouais, qui a manqué de respect au C'est ça. biscuit?
Puis ils disent, ouais, ils font de leur possible. Oui, mais moi, je suis lectrice, en fait. J'achète avec Ouais, mon on argent. dépense notre C'est ça. argent. Les maisons d'édition ne nous donnent pas tous les livres gratuitement, même si certains vont recevoir des SP. Moi, j'en reçois, mais pas tout le temps. Oui. Et si j'achète un livre et que Donc, je remarque que quelque chose ne va pas, ben, en fait, je suis en droit de le dire. Je sais pas, vous achetez un jean, le jean il est troué, vous allez aller vous ouais, plaindre. vous le réclamez ou je sais pas, vous demandez un remboursement. C'est ça. Mais dans le domaine des livres, en fait, c'est quelque chose. Il y a une sacralisation vraiment autour des maisons d'édition que il faut préserver, en fait. Ben non, en fait, si on les préserve, ils vont pas prendre conscience que parfois, ils peuvent faire des erreurs et que c'est des choses, en fait, qui peuvent froisser les lecteurs. Donc, moi, en tout cas, vis-à-vis de moi, on dit toujours les choses avec respect. Mais après, si en face, on prend à chaque fois ça pour des attaques, ça dépend de comment les gens interprètent les propos. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, j'espère que ça s'améliorera. Je pense Je que sais pas trop s'il y a vraiment une prise de conscience. Si, je pense quand même parce que on voit quand même qu'il y a des choses qui ont un peu changé. Bon, c'est encore timide, hein, mais des fois, ça peut arriver que, par exemple, quand il y a eu la couverture de Legend Born, ça a été soulevé que la couverture rendait pas du tout justice ouais, au personnage. Ouais. Finalement, ils ont gardé la couverture initiale. Les filles de la chance, d'ailleurs que je suis en train de lire, qui est super. Ouais, j'ai lu les 2 tomes. Ah bah tu vois. Donc au départ, c'était une couverture. Albert Michel avait fait une couverture. En fait, je sais même pas comment dire. C'était un truc avec des silhouettes. Ah ouais? J'étais pas au courant. Si c'était avec des silhouettes, on percevait pas que les personnages pouvaient être des femmes noires, en fait. Et ça a été relevé sur Twitter. Et Albert Michel, après, a gardé la couverture initiale. Alors, je dis pas que on influence les c'est déjà ça hein, quand même. Mais oui, je me dis, il y a des fois, on nous écoute et c'est légitime en fait de se faire écouter parce qu'on est lecteur. Et moi, je sais que par exemple, il y a des livres, je vais les acheter parce que la couverture me plaît. En fait, c'est vraiment ce qui va me donner envie d'acheter le livre en premier. Et si je vois pas que c'est une couverture qui me parle, ou peut-être que moi j'ai envie de lire des livres avec des personnages, des femmes ou des personnages noirs, si on n'a pas ça sur la couverture, ben, en fait, potentiellement, je n'irai pas vers ce livre. Mais après, on peut prendre le truc dans l'autre sens. Il y en a qui estiment que ça fait chuter les ventes quand il y a un personnage noir. Donc, ça, il n'y a aucune preuve scientifique. C'est ça, ouais. Je sais pas sur quoi ils se basent. Mais sachant que les statistiques ethniques sont interdites en... Ouais, donc je vois pas sur quoi. Il y a des... Ça, c'était dit dans Balance ton éditeur, le compte extra, qu'il y en a qui avaient dit non, ça se vend pas. Faut pas mettre des personnages noirs en couverture. Ouais. La preuve avec... Laurent Safo, Nos jours brûlés, il va être édité en poche. Donc, ça veut dire que ça s'est déjà bien vendu en... C'est ça. Si ça ne se vendait pas, il n'y aurait pas eu la version en fait en poche. Parce que moi, je pense que dire ça, c'est déjà estimer que en fait, si en tant qu'éditeur, vous pensez ça, c'est que déjà, vous pensez que les lecteurs sont racistes. Et que vous êtes aussi raciste en fait en raisonnant comme ça. Parce que si on n'estime pas que parce que pour ne pas acheter un livre juste parce qu'il y a un personnage noir sur la couverture, c'est qu'il y a du racisme quelque part, quoi. Donc ça, c'est des projections en fait qu'ils font sur les personnes, sur la population, mais dans les faits, vous ne savez pas, on n'en sait rien en fait. Peut-être que la personne n'achètera pas le livre, mais c'est pas parce qu'il y a un personnage noir, peut-être que l'histoire elle l'intéresse pas, tout simplement. Ouais, faut arrêter de voir le mal partout. Enfin, non, ils voient le mal à travers leurs yeux à eux, quoi. Parce que pour moi, un éditeur qui raisonne comme ça, c'est que lui aussi, il achète ses livres en fonction de l'origine ethnique de la personne sur la couverture.
Oui, c'est sûr que les biais racistes dans les maisons d'édition, on pourrait faire tout un topo là-dessus. C'est ça, mais il faut déjà qu'ils acceptent en fait qu'ils aient des biais, mais ça c'est un Autre autre débat. débat, quoi. Mm. On va passer à la partie sur ton activité d'autrice. Oui. Donc, ta passion pour l'écriture, ça s'est manifesté en même temps que ta passion pour la lecture? En fait, ça, c'est quelque chose, j'ai pas de souvenir assez précis sur ça, mais je sais que quand j'étais en classe de CE1, comme ça, j'aimais déjà écrire des petites histoires, des trucs. Je sais que j'avais écrit une histoire avec une princesse et une grenouille. Ça, je m'en rappelle. C'est quand le dessin animé est sorti, je me suis dit, ah ben ça aurait pu être mon histoire, ça. Bon, c'était un crapaud, moi, je crois. C'était pas une grenouille, c'était un crapaud. D'accord. Une sorcière, je crois, qui transformait la princesse en crapaud, mais c'était un peu dans le même fil, en fait. Et je sais que j'aimais bien écrire, et puis après, j'avais pas forcément, comment dire, mes parents, ils sont pas forcément, ils sont analphabètes. Ma mère, elle déchiffre, des choses comme ça. J'ai pas des parents, en fait, qui étaient derrière moi pour encourager à ça. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils savaient pas la capacité de le faire. Et après, moi, je me suis tournée vers le dessin. Parce que je voulais être styliste finalement. Donc il y avait le côté je voulais être prof des écoles, mais en même temps je voulais être styliste parce que je regardais la série là. Enfin, tout le monde regardait ça chez moi, donc je regardais aussi Amour, gloire et beauté. Ah, mais non. D'accord. Et donc, dans Amour, gloire et beauté, les Foster ou je sais plus l'autre famille, ça arrivait qu'ils fassent des défilés en fait parce que c'était des entreprises, je crois, de mode. Il y avait souvent la nouvelle collection des Forester et tout. Et je voyais les dessins et après les défilés. Puis je me disais, j'aimerais bien faire ça. Et je dessinais en fait des modèles de robes, des choses comme ça. Je faisais vraiment ma collection Ah oui, de. carrément. C'est ça, et je me disais, un jour, ma collection va sortir. Sauf que je savais pas coudre. Donc déjà, il y avait déjà Le premier franc. C'est ça. Et ou sinon, je redessinais en fait des stars, peut-être d'un poster. Je refaisais en fait le dessin de la couverture d'un magazine, des choses comme ça. Et ça, en fait, j'avais plus de retours. Par exemple, dans ma famille, c'est ma soeur qui dit tu dessines vraiment bien. Tu vois, juste des petites réflexions comme ça. Mais en fait, ça donne envie de faire encore. Ça motive. Ça motive forcément. Et puis après, je suis allée au lycée, j'ai fait un bac L. Et la lecture, c'était pas forcément quelque chose de. J'étais pas une lectrice compulsive, en fait. Je savais que j'aimais lire, mais je pouvais passer pas mal de temps sans lire quelque chose. Et en fait, chez moi, il y avait beaucoup de livres. Ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal. Des parents qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, mais chez moi, il y avait beaucoup, beaucoup de livres. C'était des livres qui étaient donnés, je crois, par des médiathèques, pas des médiathèques, des bibliothèques, des CDI sûrement, parce que des fois, je voyais des tampons de collège, en fait, qui étaient donnés. Et en fait, il y en avait plein dans des cartons, mais vraiment beaucoup, quoi. D'accord. Tu les as lus? Pas du tout, hein. Il y en a que j'ai lus rapidement. C'était des trucs classiques. Je sais qu'il y avait le Cid. On avait un gros livre sur l'histoire de France. C'était plutôt des classiques. Je sais qu'il y avait des livres de Nathalie Sarraute, L'enfance. Ouais, c'était des livres comme ça. En fait, je lisais juste le début et puis je m'arrêtais parce que forcément, c'était pas Oui, ça te plaisait pas. c'est pas de mon âge, donc ça me parlait pas des masses. Mais je savais que j'aimais bien en fait ce milieu de livres et tout, et que je voulais quand même écrire. Mais comme tu lis pas beaucoup, bah forcément, arrive à un moment, il y a une période où bah, en fait, tu t'éloignes un peu en fait, de l'écriture. Et je me suis éloignée de l'écriture. J'ai quand même encore lu un peu parce que comme j'ai fait un bac L, j'aimais lire parce que il fallait analyser les œuvres. Et ça, c'est un truc que j'adorais.
Ah ouais? Vraiment. Ouais, Ça, j'aimais pas. c'était ma passion, hein. Franchement, en terminale, on a eu, c'était le cours de littérature, je crois, on avait 4 heures par semaine. On avait 4 œuvres à lire. Et il fallait faire des dissertations d'analyse. Ah, mais j'adorais ça. Vraiment. D'accord. C'était ma passion, trouver, enfin, tu vois, des choses peut-être qui sont pas comprises par tout le monde, interpréter le texte. En fait, j'adorais. Et j'ai adoré tous les livres qu'on avait à lire. On en avait à lire 4. Je sais qu'il y avait Le Guépard, il y avait Les Pensées de Pascal, le truc que tout le monde détestait dans ma classe. Parce que c'est un gros pavé avec des petits textes, en fait. Je sais même pas comment on peut appeler ce genre. Moi, j'avais trop aimé. Vraiment. Mais oui, c'était vraiment plus au niveau de l'analyse du texte Mm. que j'aimais vraiment lire. Mais j'avais pas cette passion, en fait, de lecture plaisir D'accord. qui est venue vraiment beaucoup plus tard. Et quand j'arrive à l'université, là, je reprends l'écriture par hasard. Parce que j'avais un ami qui aimait bien écrire des poèmes. Et donc là, je me suis remise à écrire en fait des petits poèmes, des choses comme ça que je repartageais en fait sur Facebook. Et je voyais que ça plaisait bien en fait à mes amis et j'ai continué. Et puis je me disais, j'aimerais bien écrire un livre un jour, mais je me disais, oh là là, c'est trop compliqué. Je me disais, je n'y arriverai jamais, hein. Je sais pas comment font les écrivains à imaginer des scènes et tout. Et ça, c'est resté comme ça jusque en 2015. Mm. Et en 2015, moi, j'arrive en poste dans mon CDI. Et il y a une surveillante, elle lit, mais elle lit comme un dragon roi. Vraiment. Les livres, elle D'accord. les dévore. Et elle vient, elle me pose un pavé, elle me dit, il faut que tu le lises, ce livre. Je vois le truc faisait, mais il était énorme. J'ouvre, je vois que c'est écrit en tout petit. Et là, j'ai réagi comme les élèves. J'ai dit, ah non, non, ton livre là, je pense pas que je vais le lire, hein. Ensuite, elle est revenue. Elle me dit, alors, tu l'as lu? J'ai dit, pas encore, je l'ai pas encore lu. Ensuite, elle est encore revenue parce elle faisait pas mal d'emprunts. Mm. Et puis, je lui ai dit, si, j'ai commencé. C'est pas vrai, hein. Et puis, je me suis dit, bon, elle insiste. Et j'ai lu le livre. Et c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. D'accord. Je commence à lire le livre et là, voilà, c'était en 2015. Je l'ai lu, mais d'une traite. J'ai trop aimé en fait l'écriture. J'ai bien aimé en fait comment il arrivait à tenir en haleine comme ça. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, ah non, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je puisse écrire une histoire qui va en fait donner envie aux gens en fait de ne plus lâcher Mm. un bouquin du début jusqu'à la fin. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre. Et c'est vraiment comme ça que c'est un peu, oui, c'est grâce à ce livre en fait que j'ai eu envie de m'y remettre. Et j'ai commencé, mais c'était pas facile. J'ai eu pas mal de moments où j'arrêtais totalement parce que j'y arrivais pas, j'avais pas de technique. Je faisais vraiment au feeling et je faisais lire un peu à des copines. Mm. Et c'est vraiment elles qui m'ont motivée. Elles me disent, oh, ton histoire, il est vraiment trop bien. Nous, on veut la suite. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à écrire un livre en entier Ah, c'est bien. pour la première fois. Et après, je me suis dit, par contre, je ne recommencerai pas. Parce que, en fait, l'écriture, je pense que ça va vraiment parler aux gens qui écrivent. Ceux qui n'écrivent pas, peut-être qu'ils vont trouver que j'exagère. Mais il faut vraiment le vivre. C'est quelque chose qui est très prenant. Mm. En fait, c'est prenant dans la tête et c'est prenant physiquement. En fait, quand on écrit, à la fin, on a l'impression qu'on est vidé. Mais vraiment, littéralement, en fait. Ça fait du bien et tout, mais ça te pompe, ça te prend beaucoup d'énergie, en fait. Et quand tu as fini, tu te sens totalement, en fait, vidé. Tu n'as plus d'énergie pour quoi que ce soit. Puis je m'étais dit, non, c'est trop difficile. Je ne pourrais pas refaire ça, en fait, une deuxième fois. Finalement, j'ai recommencé parce que quand on a fini un livre, il y a une autre histoire qui pop-up dans la tête.
on se dit, ben, j'en fais quoi? Il faut l'écrire dans tous les cas. Et je pense que ça fonctionne comme ça. Je pense que les moments désagréables, on les oublie très vite parce que en fait, le plaisir d'écrire en fait que on prend le oublie. dessus, ouais. C'est ça, ça prend le dessus et on oublie un peu tous les moments où on s'est cassé la tête, tous les moments où on a voulu balancer son PC. Et après, on reprend quoi l'écriture. On s'arrête pas en fait finalement. D'accord. Et donc, t'en as écrit combien là entièrement? J'en ai écrit un seul entièrement. Là, j'écris le deuxième. Sinon, j'ai écrit plutôt des histoires jeunesse, en fait. En fait, si tu veux, j'ai 3 projets finis. Donc, il y a ce roman-là et puis 2 nouvelles pour des D'accord. albums jeunesse, en fait. Là, je suis en train d'écrire le deuxième roman qui avance pas mal. Et vraiment, dans l'idée, je pense d'ici 4-5 mois, j'aimerais bien avoir fini le premier jet et le faire vraiment lire Mm. à mes bêta-lecteurs, bêta-lectrices, pour avoir des retours et retravailler en fait le D'accord. contenu. Et dans quelle perspective t'écris du coup? Est-ce que tu veux être publié ou est-ce que c'est des ouvrages que tu aimerais comment dire, publier Auto- toi-même ou en maison d'édition? Alors moi, j'aimerais bien en maison d'édition. L'auto-édition, pour le moment, ça me correspond pas. Parce que en fait, moi, je suis pas éditrice. En fait, j'ai pas envie d'avoir à gérer tout ça. Euh, tout ce qui va être la com. Ensuite, il faut engager des correcteurs. Ensuite, il faut engager quelqu'un pour la couverture. Il faut trouver le titre. Moi, je suis nulle pour trouver des titres. Il faut trouver un bon titre. Ça, je sais pas faire. Et j'ai vraiment pas envie, en fait, d'avoir à faire ça. Après, il faudra faire la promo en ligne ou aller démarcher, en fait, des libraires pour ils acceptent bien, en fait, d'avoir un autre livre en point-vente. Tout ça, franchement, toutes les personnes qui font ça, je vous dis chapeau. Mais moi, j'ai pas l'énergie, en fait, de faire tout ça. D'accord. J'ai pas envie. Et pour moi, l'aspect le plus simple, ce serait en maison d'édition. Et il y a aussi l'aspect maison d'édition, aussi pour pouvoir déjà être en librairie, mais aussi pouvoir avoir la possibilité de partir à la rencontre de classes, faire des projets avec des enseignants, en fait, autour de mes projets. Moi, c'est pas juste le côté je suis publiée en fait. Parce que si c'était que ça, j'aurais très bien pu publier en auto-édition et ça s'arrête là. Mais quand on publie en auto-édition, on a beaucoup de difficultés à se faire distribuer dans les librairies, dans les FNAC. Je sais que les établissements ne pourront pas acheter. C'est compliqué en fait d'acheter des livres en auto-édition. Oui. Ok. Parce que moi, j'en achète pas, c'est trop compliqué. Je savais pas. Okay. Parce que nous, on passe nos commandes essentiellement par les libraires. Et comme, en fait, quand tu es en auto-édition, tu n'es pas diffusé, quoi. C'est à toi donc c'est de pas gérer accessible. Oui, c'est à toi de gérer ton stock. Ou sinon, il faut que la personne achète le livre et demande à se faire rembourser par l'établissement. C'est trop en fait. C'est trop compliqué. Voilà. Et finalement, on n'achète pas, quoi. Okay. Et ça, j'ai pas envie d'avoir en fait tous ces blocages, on va dire. Et moi, vraiment, dans l'idéal, ce serait la maison d'édition. Hein. Ouais, donc plutôt jeunesse, du coup. Oui, jeunesse. Par exemple, les albums, ce sera vraiment pour des albums jeunesse. Et le premier roman que j'ai écrit, c'est plutôt du young adulte. Et ce que je suis en train d'écrire, ce sera plutôt un roman ado, jeunesse, quoi. Que je ne placerai pas forcément en jeune adulte. Parce que pour moi, ça ne reprend pas trop les codes qu'on retrouve en jeune adulte. Ce serait plutôt ado. Ok. Cool. J'ai hâte. J'espère que tu auras des opportunités. J'espère aussi. J'ai déjà eu un premier contact avec une éditrice. Parce qu'avec ce projet, j'avais participé au concours Rajo de l'imaginaire.
Mm. C'était en octobre. Il fallait envoyer son dossier en octobre. Et mon projet avait fait partie des 20 en fait, sélectionnés par Rajo. Donc, on avait eu une après-midi avec 2 autrices. Moi, l'édition, c'était avec Estelle, Estelle Faye, c'est ça? c'est ça, Estelle Faye et Yasmine Djebel, qui va sortir, Ah, mais oui, oui. oui, Ok. qui va sortir Sirène, Sirène, l'oiseau maudit. Ouais. c'est ça, qui elle a été lauréate en 2021. Et j'ai eu un petit contact avec une éditrice qui m'a fait des retours sur ce projet-là. Donc moi, vraiment, dans l'idée, ce serait de le finir et voir si ça les intéresse toujours, quoi. Mm. Ok, très bien. Mm. Bah, je te Donc, souhaite plein d'opportunités moi aussi, pour la j'espère. suite. Ça serait cool. Ouais, vraiment. Mm, mm. On en a bien besoin Ah, en plus, c'est dur d'accéder à à ce milieu, oui. ce milieu quand, en fait, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas un entourage dans ce Les contacts, oui. secteur, les contacts et tout. On va pas se mentir, ça facilite pas mal de choses. Mm. Parce que moi, il y a des choses que j'ai dû apprendre sur le tas, quoi. Comment faire une soumission. Voilà, on fait pas une soumission comme ça. Et Ouais, il faut préparer tout un speech, c'est ça. c'est ça, Enfin, un il faut un synopsis. synopsis. Et même ton manuscrit, il faut qu'il soit visuellement, quand on le reçoit, il faut que ça soit, bon, je dirais pas parfait parce que ça peut pas être parfait, mais il faut quand même que ça réponde à certains codes et tout. Mm. Et c'est pas, on n'écrit pas n'importe comment, en fait. Et tout ça, c'est des choses que tu ne sais pas forcément. Et peut-être que quelqu'un qui ne sait pas tout ça, bah, tu fais un manuscrit comme ça, il y a plein de défauts. En fait, tu vas multiplier les refus. Mm. Mm. Ouais. Bah, en tout cas, merci ouais, pour tes retours sur tes futurs projets. On va arriver à la fin du podcast. Ok. À moins que tu aies des questions concernant ou tu as envie d'aborder des points particuliers. Non, pas forcément. Non, j'ai pas trop Ok. d'autres choses à rajouter. Ouais, je pense qu'on a fait Je le sens que tour. c'est passé vite, hein. Ouais. La petite question que je pose à la fin du podcast, je pense que tu le sais, les recommandations. Est-ce que tu as une invitée ou un invité que tu verrais sur le podcast? Alors, du coup, je sais pas si tu as déjà fait des auteurs. Oui, j'ai fait Émilie Fatia, Ok. euh, Elka Imani, elle est Ok. illustratrice-autrice. Oui, oui, oui. Euh, Bah, moi, j'aurais bien vu bah, déjà peut-être Yasmine Djebel parce mm, que elle écrit mais elle publie aussi ses lectures. ouais, c'est ça, elle est les deux aussi. Ouais. Voilà, elle est deux aussi. Mais après, elle est arrivée sur Instagram, je crois, récemment. Ouais, il y a quelques mois. Oui, mais je vois qu'elle fait pas mal des fois des lectures communes avec c'est Déborah. Mm. Oui, Ouais, j'ai vu ses stories hier. voilà. Enfin, au moment où on parle, parce que l'épisode sera diffusé un peu plus tard, mais. Ok. Ou sinon, j'avais aussi pensé peut-être à. Ouais, il est un peu loin. Euh, Comment il s'appelle? L'auteur de Témao. Témao. Ah, là, j'ai le livre en plus. Il est dans ma page, je l'ai pas encore lu, mais. Hmm. euh, Parce que lui, il crée du contenu aussi autour de l'écriture. Il a, je crois, une chaîne Twitch D'accord. où il fait des sessions d'écriture. C'est D'ac- Michael Roche ou Rock, je sais plus. Pardon si D'accord. j'écorche le nom. Ok. Mm, Bah, mm. merci pour tes recommandations. De rien, merci à toi. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Mademoiselle Joël. Donc, c'est MX2LE Joël. Mon blog, ça va être aussi Mademoiselle Joël Melly. Et sur Twitter, ce sera pareil, Mademoiselle Joël. Où Très là, bien. je vais plus parler de plein de choses, mais aussi de livres. Très bien. Mm, Bah, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça t'a plu. ouais, c'était super. Merci à toi déjà de prendre le temps et de faire tout ce travail.
qui n'est De rien. pas un petit travail. Oui. Donc ça, je tiens quand même à le souligner, quoi, d'avoir en fait eu cette initiative, en fait, de lancer ce podcast. Merci. Merci. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.